Bonjour tout le monde. Après avoir effectué à peu près tout ce qui existait, après avoir lu et vu tout ce qui existait sur les Skull and Bones, Brotherhood of Death, la fraternité de la mort de l'université de Yale, cette fraternité, cette loge maçonnique qui porte le numéro 322 et qui est totalement démoniaque. Donc, après avoir lu tout ce qui traînait dessus, notamment les livres d'Anthony Sutton, les enquêtes de Ron Rosenbaum, d'Alexandra Robbins, Tex Mars, enfin bon, bref, tout ce qui bouge, tout ce qui traîne, ben, j'ai décidé de faire une petite vidéo, une petite explication de ce qui se passe. Donc voilà, vu ces illustres membres, et son influence actuelle déterminante, on se devait d'étudier le cas très intéressant et capital de la fraternité de la mort. Attention, il ne faut pas négliger les autres fraternités, comme les Scroll and Key, Book and Snake, Wolf's Head, etc., qui sont extrêmement puissantes aussi. On ne parle que de celles-là malheureusement, mais les autres aussi sont très très puissantes, vu les personnes qui y appartiennent. Donc il s'agit d'une fraternité dans la tradition maçonnique, totalement maçonnique de l'université de Yale. Contrairement à ce qui est dit, on est très loin de la fraternité post-adolescente boutonneuse, au bizutage et à la saoulerie facile. On assiste plutôt à une fraternité dégénérée, adepte d'un culte obscur, que Anthony Sutton qualifie le plus simplement du monde de sataniste, comme a réussi à le démontrer Ron Rosenbaum dans son article de New York Observer d'avril 2001, du 23 avril 2001, Bush's Secret Club Initiates Rim Gore. Voilà, donc tout ça existe, vous pouvez le trouver sur le site internet du New York Observer, observer.com. 15 bondsmen sont initiés chaque année, 800 au total ont été initiés, et grâce à 2 enregistrements, notamment un initial audio, puis un autre vidéo et audio grâce à du très bon matériel, nous savons maintenant ce qui se pratique et nous voyons carrément ce qui se pratique et nous entendons ce qui se fait dans ce sombre et dégénéré rituel contre-initiatique. Donc c'est quand même un scoop phénoménal que de savoir ça maintenant, puisque c'est un secret auquel personne ne déroge. Mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire, une bonne fois pour toutes, de parler du tabou absolu. Le tabou des tabous, l'empêcheur de réfléchir. Le complot, l'accusation de complot. C'est le pendant international de l'accusation d'antisémitisme. Dès que les accusations de théoriciens du complot ou de conspirationnistes sont lancées, on est discrédité ad vitam aeternam. Les rictus s'animent, la dérision et les blagues fusent. Bon, personnellement, pour moi, je trouve ça très très léger comme débat et très très peu honorable et intellectuellement misérable, à l'image de cette époque médiocre, kaliougesque. Il convient ici de rappeler qu'il n'est point question de théorie, mais de faits réels et concrets, vérifiables et prouvés maintes fois, 1000 fois. À chacun la responsabilité de le voir ou de le nier, mais en aucune manière cette réalité ne disparaîtra, quel que soit votre choix ou votre envie. On n'a pas envie qu'une chose soit vraie ou fausse, on la constate, c'est tout ce qu'on a à faire sur Terre. Il existe une histoire officielle et étatique. Vous devez le savoir maintenant. Sortir de ce cadre-là d'histoire officielle vous mène à une série d'ennuis en cascade. Mais malheureusement pour eux, heureusement pour nous, les efforts incessants de désinformation et de propagande, malgré ces efforts, les faits finissent toujours par sortir du trou profond dans lequel ils ont été ensevelis. J'en veux pour preuve, 9 heures après seulement l'assassinat de JFK, la télévision niait déjà le complot. Avant qu'on accuse de complot, il le nie déjà. Et je veux pour preuve aussi le livre Le choix de la défaite d'Annie Lacroix-Rise aux éditions Armand Collin, qui explique parfaitement, 60 ans après, c'est-à-dire avec l'ouverture des archives d'Aix-en-Provence, ce qui se passe exactement sur la planète France. Donc le paradigme est établi, et toutes les recherches qui s'en suivront devront concorder avec et rien d'autre. Si vous sortez de ce paradigme,
vous êtes exclu, plus d'argent, plus de pain, plus de rien, c'est fini, vous êtes un banni de la société. Maintenant, reste à savoir quel est ce paradigme, qui l'a instauré. Lorsqu'on sait par exemple que la Fondation Rockefeller a donné au sortir de la guerre de la Seconde Guerre mondiale 139 000 dollars pour établir une version officielle. C'est dire qu'ils avaient des trucs à cacher, ils avaient beaucoup de trucs à cacher, c'est baltringue, c'est dégénéré, c'est criminel. Il existe bien des lois antitrust pour empêcher les complots financiers et économiques. Pourquoi n'existerait-il pas de complot politique? Vous pouvez m'expliquer ça? C'est pas difficile. Il a bien existé un complot économique entre Orange, Bouygues Téléphone et SFR sur le prix des SMS. Il existe actuellement un complot économique entre les grandes surfaces sur les prix. Il existe des complots économiques partout. La loi du marché n'a jamais existé. Ce sont des voyous qui décident des prix. Enfin, tout le monde le sait maintenant, il y a des preuves. Malheureusement, le complot politique, personne ne veut l'admettre. Je voudrais citer ici une phrase d'Edgar Hoover, le dégénéré patron du FBI, chasseur d'homosexuels alors que lui-même en était un. L'individu, je le cite, est handicapé en se trouvant face à face avec une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe. Donc, plus c'est gros, plus ça passe, puisque la personne refuse d'y croire. Donc, plus concrètement, passons aux faits. Qu'est-ce que le communisme et sa révolution sanguinaire de 1917, si ce n'est un complot internationaliste contre la Russie, et qui a causé des centaines de millions de morts, puisqu'il faut compter 50 ans de enfin, plus, mais bon, depuis la Seconde Guerre mondiale, imaginez le nombre de morts qu'il y a eu en Chine, dans tous les pays limitrophes, etc. Ce qui s'est passé en Russie, c'est rien d'autre qu'un complot. On le sait maintenant, et on possède les preuves. La Révolution rouge n'a jamais été une révolte populaire contre un tsar despote, mais bien un complot étranger qui a écrasé le peuple comme aucun tsar n'aurait jamais pu le faire ou l'imaginer. Le plus sanguinaire des tsars, Ivan le Terrible, il n'aurait jamais pu faire autant de dégâts que ne l'a fait la Révolution rouge des capitalistes Warburg, puisque c'est eux qui ont financé cette catastrophe. Bon, maintenant, il va falloir définir ce qu'est une théorie. C'est une hypothèse servant à expliquer une problématique quelconque afin d'essayer de la comprendre. Il faut rappeler autant de fois qu'il le sera nécessaire que l'on ne peut infirmer l'absence d'une chose, ce qui est fait à longueur d'émissions et d'articles de presse. On ne peut pas infirmer l'absence d'une chose, on ne peut que essayer d'affirmer la présence d'une chose. On ne peut que proposer des événements, des faits, mais il faut pour que cela soit possible que la partie adverse qui passe son temps à les nier écoute et lise les arguments proposés, ce qui n'est malheureusement jamais fait, puisqu'on passe un truc de dérision à la télé ou dans les médias, et que tout le reste de la planète suit, comme des moutons, la ligne officielle. Deux méthodes scientifiques que retient Anthony Sutton pour expliquer, pour prouver le complot, sont les suivantes. Primo, l'explication la plus simple sera celle retenue. Que ça se pratique même dans les sciences naturelles, les sciences normales. Il ne faut pas se compliquer la tâche. Le plus simple est la meilleure des hypothèses, des théories. Enfin, l'explication qui répond au plus grand nombre de faits sera la meilleure de toutes. C'est-à-dire si une explication elle répond à 10 faits, je la préférerais à une réponse à 6 faits, puisqu'elle est plus englobante, elle est plus complète. C'est important. De surcroît, 3 conditions définissent la conspiration. Pour dire qu'il y a un groupe qui est en train de comploter pour un but spécifique, il faut que ces gens se réunissent secrètement. C'est clair, c'est obligatoire, faut pas. C'est ce qui fait dire Anthony Sutton par exemple, les réunions de la trilatérale, ce n'est pas un complot puisqu'ils ils se réunissent devant tout le monde et ils font des rapports, etc. C'est un semi-complot, on va dire, puisque maintenant ils se dévoilent de plus en plus. Mais les Skull and Bones, c'est totalement secret, ils ont interdiction d'en parler, donc c'est une condition primordiale pour définir le complot.
Les décisions qui sont prises doivent prendre corps, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une suite dans les événements, il faut que les gens qui ont pris cette décision les matérialisent. Et troisième et dernière condition pour définir la conspiration, c'est que ces choses doivent être illégales, c'est évident. Il faut absolument que vous lisiez ce livre qui s'appelle America's Secret Establishment, An Introduction to the Order of the Skull and Bones. C'est un livre qui est disponible sur Internet en PDF, qui est exceptionnel. Passons maintenant aux enregistrements de Ron Rosenbaum. Que contiennent-ils? Des passages ahurissants qui vous laisseront sans voix, d'une vulgarité dont vous m'excuserez l'étalage, je suis vraiment désolé, d'une vulgarité rare. Ceci risque même de discréditer toute recherche sur cette loge morbide. Mais on est obligé de le faire. En avril 2000, grâce à un enregistrement audio, puis en 2001, grâce à 3 caméras à vision nocturne, c'est en avril parce que c'est à ce moment-là que s'effectue le rituel d'initiation. Donc, grâce, comme je disais, à 3 caméras à vision nocturne, modernes, ultramodernes, etc., Ron Rosenbaum et quelques étudiants de Yale ont réussi l'impossible, c'est-à-dire filmer le rituel contre-initiatique dans les locaux de la loge de Tombe, qui veut dire la tombe. Celle-ci, je le signale, est dépourvue de fenêtres. C'est vraiment un gros bloc de béton qui fait vraiment peur. Était présent à la cérémonie d'initiation un homme déguisé en squelette, capuchonné, c'est normal, hein, le squelette, le culte du squelette, un autre en diable et un dernier en robe. Une voix identifiable en tant que celle de W. Bush criait « Je fais de fourrer comme j'ai fourré Al Gore, je vais te tuer comme j'ai tué Al Gore ». Puis un initié de crier « Retire ce piston de mon cul, oncle Toby ». Plusieurs « Tais-toi néophyte » fusent « Tais-toi néophyte, tais-toi néophyte ». Un néophyte, je le signale, est un nouveau converti à une religion. Donc la religion luciférienne, dans ce cas qui nous concerne. Puis une personne crie « Le bourreau est la mort, le diable est la mort est la mort ». Voilà. Ça, c'est le mantra des Skull and Bones qui, en anglais, dit « The hangman equals death, the devil equals death, death equals death ». Voilà.